Échange direct entre le chef du gouvernement et les forces vives de la région de l'Est, insécurité, conflits communautaires, insuffisance des infrastructures, autant de défis et de préoccupations égrenés par les acteurs qui soulignent l'urgence à agir, le point de ce face-à-face en début de journal. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez l'IMI du Liptako, là aussi le principal enjeu c'est le retour de la paix et de la cohésion dans une région durement touchée par l'insécurité, la teneur de leurs échanges dans un instant. Et dans le grand format de ce soir, on s'intéresse au processus de production du cuir, immersion dans le quotidien d'une jeune unité de transformation ici à Ouagadougou, du tri à l'emballage en passant par le nettoyage et le tannage. Vous allez le voir, c'est tout un processus. Washington qui proclame unilatéralement le retour des sanctions de l'ONU contre Téhéran et le secrétaire d'État américain menace tous ceux qui les violent seront punis. Une démarche rejetée par Moscou et dénoncée bien avant par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni dans une lettre commune. De nouvelles tensions en perspective sur la scène internationale. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre face aux forces vives de la région de l'Est. La région est en proie à l'insécurité et aux conflits communautaires. Deux sujets majeurs au centre des échanges. De nombreuses attentes exprimées, mais aussi des propositions pour le retour de la paix. Aruna Kabore, Dahadi Banga et Chantal Ouedraogo. Le Premier ministre Christophe Dabiré échange avec les forces vives de la région de l'Est. Le problème d'insécurité, le vivre ensemble et les questions de développement économique et social sont au cœur des discussions de la rencontre. Pour celui qui connaît très bien le CHR, c'est que quand tu arrives à la maternité, il y a de ces matériaux même les plus élémentaires qui manquent au CHR. Moi, j'ai été quand même négativement touché quand j'ai vu que même pour un tensiomètre, ils étaient obligés de faire recours à un autre service. Ça, on ne m'a pas raconté, c'est une situation que j'ai vécue. Pour les tables d'accouchement, quand vous arrivez à la maternité, ils ne disposent que de 4 tables d'accouchement et en très mauvais état. Je suis content, trop content, mais je parlais par rapport pour les éleveurs. Et puis, je parlais par rapport pour la sécurité des zones de l'Est même. Et le Premier ministre Dabiré d'apprécier l'esprit constructif des forces vives qui, en dehors des préoccupations soulevées, ont fait des recommandations pour sortir la région de cette situation. Aujourd'hui, les forces vives de la région de l'Est ont démontré leur capacité à analyser la situation dans laquelle vit la région, dans laquelle vit le pays, et à identifier les véritables problèmes et ensuite à proposer des solutions. C'est ça qui m'édifie parce que elles ne se sont pas contentées de dire oui, ici ça ne va pas, oui, ici c'est ceci, etc. Elles ont dit nous savons qu'il y a des problèmes à tel niveau, mais voilà les solutions que nous proposons au gouvernement pour pouvoir sortir de cette situation. À l'ensemble des préoccupations posées, Christophe Dabiré rassure que son gouvernement y travaille pour apporter des solutions. Il invite par ailleurs les acteurs à cultiver les valeurs du vivre ensemble et de la paix qui sont des préalables pour le développement de cette région. Politique pour poursuivre avec cette réunion extraordinaire du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès cet après-midi, une session de validation des 46 listes pour les élections législatives et selon le président du parti, c'est une composition qui fait la part belle aux jeunes. Simon Compaoré qui s'exprime au micro de Roger Kam et Sekou Zongo. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de débat, des difficultés particulières, il n'y en a pas eu à notre niveau pour retenir les 254 candidats titulaires comme suppléants sur les listes provinciales et les 32 camarades retenus sur la liste nationale à raison de 16 titulaires et de 16 suppléants. Nous n'avons pas pu respecter entièrement certaines provinces qui ont pu respecter le quota genre. Et croyez-moi, j'en suis un peu affecté parce que ce n'est pas faute d'avoir fait des efforts, mais on s'est trouvé devant certaines situations où on ne pouvait pas faire autrement. C'est des insuffisances à notre niveau
que nous comptons pour les prochaines élections corrigées. Mais un fait majeur, ni le président que je suis, ni les vice-présidents, ni le secrétaire exécutif, vous ne trouverez nos noms nulle part. C'est nous qui avons décidé de faire ainsi et de laisser la place à d'autres personnes. Les premiers responsables ont cédé leur place, la place aux jeunes. Un soutien de plus pour le candidat Roch Kaboré, celui du Front progressiste. Le candidat de l'Alliance La Majorité a été investi hier par le parti de Gafarou Nia. C'était au cours d'un congrès extraordinaire tenu au Palais des Sports. Le Front progressiste compte cependant présenter ses propres candidats aux législatives et vise tout simplement la majorité à l'Assemblée. Draman Guéné. Devant ces militants, Gafarou Nia justifie le choix de Roch Christian Kaboré comme candidat du Front progressiste. Pour le président du Front progressiste, les acquis du premier mandat de Roch Christian Kaboré se passent de tout commentaire, 100% à la hauteur des attentes des Burkinabés. Allez transmettre à notre candidat, le camarade Roch Christian Kaboré. Sans tergiverser, Roch Christian Kaboré est ici investi par le Front progressiste. L'écharpe, c'est l'envoyé spécial du candidat qui la reçoit. Depuis la déclaration de notre candidature en décembre 2019, nous n'avons pas pu parcourir toutes les localités pour présenter notre programme à cause de la maladie coronavirus. Nous avons vu que nos ressources nous manquent, nous sommes revenus dans la maison. Et c'est pour soutenir le candidat de la maison à PMP, qui est le camarade Roch Christian Kaboré. Donc nous sommes sûrs, c'est d'abord un homme courageux. Un homme pondéré, un homme qui encaisse tous les coups et qui ne donne pas. Il encaisse les coups mais il ne donne pas des coups. Nous sommes fiers et enthousiastes d'accepter votre soutien au nom du président de Faso. À la présidentielle, le Front progressiste fait bloc avec l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Mais aux législatives, Gafarou va en solitaire. Son programme politique, moderniser l'économie burkinabé à travers l'éducation, la sécurité, les ressources minières et l'agriculture. En Israël, dans les pays arabes, il ne pleut presque pas. Mais ils exploitent l'agriculture à fond. Pourquoi le Burkina Faso ne peut pas le faire? Nous allons faire en sorte que l'État exploite des sociétés minières, à travers qui? À travers une force de défense et de sécurité. Nous allons créer, si Dieu le veut, une mine industrielle à l'est, une mine industrielle au Sahel, une mine industrielle au sud-ouest. Nous allons faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité puissent effectivement exploiter ces mines-là et au bonheur du peuple burkinabé ensemble. Le président du Front progressiste donne rendez-vous au Burkinabé pendant la campagne électorale pour déballer ses grandes idées de développement. Le mouvement Sans servir et non se servir, lui, continue de tisser sa toile. Hier samedi, la coordination nationale était à Kaya, dans le centre-nord. Guy Hervé Kam et ses camarades ont lancé officiellement leurs activités et les activités de leur mouvement dans la région, avec également dans leur viseur les législatives. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le mouvement Servir et non se servir Sans est en marche dans la région du centre-nord. C'est le coordonnateur national lui-même qui a donné le top de départ des activités des 10 mouvements à travers cette cérémonie de lancement officiel à Kaya. Pour Guy Hervé Kam, le lancement des activités de son mouvement dans le centre-nord vise à interpeller les populations pour un changement de comportement. Le grand chantier du mouvement Sans, c'est déjà la reconversion des idées, particulièrement dans cette région du centre-nord, en raison donc des difficultés que nous connaissons tous. Les populations sont totalement désabusées. Il y a beaucoup de gens qui pensent que plus rien n'est possible, que tout est perdu. Nous sommes venus avec un message d'espoir pour dire que tout est possible, parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas nos plaintes qui vont changer les choses, mais c'est notre engagement
à vaincre les difficultés. Les activités du mouvement Servir et non se servir Sens dans la région du Centre-Nord sont désormais dirigées par Adama Honoré Ilboudo, le coordonnateur régional. Il invite en effet les fils et les filles de la région à l'union sacrée autour des idéaux du sens. Il s'est dit également dévoué pour une meilleure implantation du sens au Centre-Nord. Nous avons fait le travail au niveau provincial. Dans toutes les provinces, on a une coordination provinciale. On a également des coordinations communales et actuellement, nous travaillons pour avoir des coordinations au niveau secteur et village. Je m'engage fièrement avec le mouvement Sens en tant que coordonnateur régional du Centre-Nord à assumer mes responsabilités, quitte à être critiqué pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir donner en tout cas un avenir radieux à tous les frères et à toutes les sœurs, à tous ceux qui aiment le Centre-Nord. Le mouvement Sens appelle tous ses militants à soutenir massivement ses candidats aux élections législatives prochaines afin de conquérir des sièges à l'Assemblée nationale. Grande mobilisation des dozos hier à Bobo-Dioulasso. Ils sont venus de plusieurs régions et tous se sont retrouvés autour d'une seule préoccupation, la contribution de la confrérie à la lutte contre l'insécurité. Objectif, plus de synergie pour plus d'efficacité. Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Ils ont brillé de par leur présence à cette rencontre nationale convoquée par leur confrérie. Venus des quatre coins du Burkina, ces dozos vont mener la réflexion sur la situation sécuritaire du pays. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire parce que quand même dans cette lutte, nous avons perdu beaucoup de nos frères dozoba. Maximum plus de 65 dozoba sont tombés. Et raison pour laquelle nous avons fait appel à l'ensemble des dozoba pour créer un cadre de concertation. Parlons d'union, parlons de paix, de cohésion sociale et accompagner vraiment notre pays pour pouvoir libérer le Burkina Faso. On va mettre en place une structure fêtière qui va permettre de fédérer les dozos, qui va permettre qu'on ait un interlocuteur un peu commun et que ce soit mieux organisé. On veut que ce soit encore mieux organisé pour que ce soit plus efficace, qu'on n'entende plus qu'il y ait des morts par-ci par-là. Un cadre de concertation bien apprécié par le ministre en charge de la Défense, venu soutenir et encourager l'initiative. Les dozos ont toujours été à l'avant-garde. C'est ce que nous avons vu, que nous disons. Nous avons dit que dans la lutte contre le terrorisme, partout où il y a des dozos, pour ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, ils combattent. Donc pour nous, ce sont des patriotes. Et à partir du moment où ils combattent les terroristes sur le terrain et que nous avons mission de combattre sur les terroristes, mais nous devenons des frères d'armes. Autre préoccupation de l'heure, comme la participation active des populations au scrutin électoral, ont aussi été évoquées au cours de cette rencontre. Une rencontre placée sous le signe du rôle et de la place des dozos dans la religion traditionnelle. Elles sont en première ligne dans le combat contre le terrorisme. Il s'agit des forces de défense et de sécurité et elles reçoivent le soutien des populations du Boulgou. À l'initiative des jeunes de la province, des milliers de personnes se sont mobilisées hier à Garango. Les efforts des hommes sur le terrain ont été reconnus et salués. Hassan Gebré et Tanga Kafando. Venus de plusieurs communes de la province du Boulgou, ces populations manifestent ici à Garango leur soutien aux forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain du terrorisme et au président du Faso, Roch Christian Kaboré, pour ses actions en faveur de la province. Initiée par des jeunes de la province avec le soutien de leurs aînés, la manifestation a uni toutes les couches sociales qui, tour à tour, ont salué la résilience du gouvernement face à la crise sécuritaire et ont appelé à faire bloc autour du président. Une très belle initiative pour montrer notre adhésion à la politique générale du chef de l'État et montrer également notre attachement à la politique sécuritaire et à ce que le bon travail que les forces de défense et de sécurité sont en train de faire sur le terrain. Nous allons beaucoup prier pour eux. Nous allons demander aux Boulgou de leur venir en aide, de les accompagner dans tout ce qu'ils vont entreprendre comme activité. C'est une manifestation de cohésion. Et l'appel que nous, les parrains, nous lançons aux jeunes, aux personnes de la province, c'est la cohésion. Comme l'a dit quelqu'un, si le mur
n'est pas fissuré, le lézard ne peut pas s'y incruster. Pour le ministre Simeon Sawadogo, qui a tenu à être témoin de la manifestation, la mobilisation est le signe que nul ne reste indifférent à la situation sécuritaire et que les actions du gouvernement, malgré le contexte, touchent toutes les populations, même dans les villages les plus reculés du pays. Par la même occasion, ils ont voulu reconnaître que malgré cette difficulté sécuritaire que nous avons, ça n'a pas empêché que nous travaillons à renforcer notre processus démocratique. Ça n'a pas empêché que nous travaillons à développer le pays dans tous les domaines, droits sanitaires, d'eau, d'éducation, de santé, etc. Donc de ce fait-là, c'est un acte également de sensibilisation à la population pour que nous sachions que nous devons être solidaires. Et pour matérialiser cette solidarité et ce soutien, une collecte de fonds a été lancée au profit des forces de défense et de sécurité. La recherche de la paix qui fait courir le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Je vous le disais, hier, Léandre Bassolé et ses collaborateurs étaient chez l'émir du Liptako à Dori. Plusieurs sujets au centre des échanges, l'insécurité bien sûr, la situation des déplacés internes, mais aussi les élections. Albert Nebier et Pinidie Yanou. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et sa délégation au palais de l'émir de Liptako. La délégation dit être venue échanger avec l'émir et les notables de la ville de Dori sur les missions assignées au Ashkroun pour aboutir à une réconciliation nationale permettant d'écrire une mémoire en guide de souvenir national. Et nous avons saisi cette opportunité et l'écoute attentive qui était la leur pour justement leur parler du futur à partir de là où nous sommes rendus. Comment nous voyons la poursuite de notre mission et comment nous pensons que eux aussi, à leur niveau, au niveau de la responsabilité qui est la leur, ils peuvent, en partageant justement nos différentes positions, la vision que nous avons de cette mission, de sa conduite, devenir avec nous les acteurs actifs, efficaces du processus de la réconciliation. La question de sécurité des déplacés internes, les élections du 22 novembre prochain étaient également au cœur des échanges. La réconciliation nationale est l'œuvre de tout le monde. Ce n'est pas seulement les différents pouvoirs qui se succèdent qui en ont le monopole. L'État n'est pas le seul à avoir le monopole de l'unité nationale. Il faut qu'on se le dise et qu'on comprenne une fois pour tous que chaque individu a cette responsabilité. À l'issue de la rencontre avec l'émir de Liptako et les notables de la ville de Dori, la délégation a visité le siège du conseil régional de la chefferie coutumière et traditionnelle du Sahel. La paix et la cohésion, deux sujets chers également au cheikh Soufi Moaz Ouedraogo. Hier, le guide spirituel a animé à Ouagadougou une conférence publique en présence de représentants des différentes communautés religieuses et coutumières. Il a prêché notamment la tolérance et la solidarité. Salifou Belem, ici à Kanana. La paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce sont les maîtres mots prônés ici par le cheikh Soufi Moaz Ouedraogo à cette conférence publique. Et c'est pratiquement au bord de l'arme que ce leader religieux exhorte l'ensemble des Burkinabés à se surpasser pour une paix durable. C'est nécessaire de sensibiliser la population parce que nous voulons la paix au Burkina. Comment nous pouvons atteindre à la cohésion sociale s'il n'y a pas le respect de l'autre? Si nous ne considérons pas nos semblables, ce n'est pas possible. Comment on peut avoir la cohésion sociale si nous ne respectons pas les autorités que nous-mêmes nous avons élues? Le Burkina, c'est ma patrie. Et mes enfants n'ont pas de patrie hors le Burkina. Donc, c'est mon devoir d'appeler tout le monde à se respecter, à protéger la paix dans ce pays. Une fois qu'on perd la paix, c'est difficile de la récupérer. Sans paix, pas de développement possible. Conviction donc de Cheikh Soufi Moaza Ouedraogo. Pour les représentants des communautés coutumières et religieuses, le respect, la considération, l'humilité et surtout l'acceptation de l'autre sont le socle d'une cohésion sociale véritable. Surtout les différentes religions dans notre pays, si nous les acceptons, nous nous tolérons et chacun se dit je ne tiens pas la vérité, je ne suis pas mieux que l'autre, nous allons forcément aller vers la paix.
Cohésion sociale et respect de l'autorité coutumière, religieuse, politique, administrative et économique, c'est le thème de cette conférence publique. Une conférence qui marque également le lancement des activités de la Fondation Cheikh Mouaza pour la cohésion sociale, la paix et la bienfaisance. Et aussi entendent apporter leur contribution à l'apaisement du climat social au Burkina. Il s'agit d'activistes issus des différentes formations politiques et de structures de la société civile. Et pour ce faire, ils organisent le 24 septembre prochain un forum à Ouagadougou. Vendredi dernier, ils étaient face à la presse pour présenter leur initiative. Kwale Nebié, Amadou Marcel To. Situation sécuritaire, réconciliation nationale et échéance électorale au Burkina. Ce groupe de web activistes veut apporter sa contribution dans l'apaisement du climat social. Sous la bannière de plusieurs partis politiques et de la société civile, il prévoit déjà un forum national pour le 24 septembre prochain à Ouagadougou. La toile nous a démontré à plus d'un titre qu'elle n'était pas pacifiée. Et après les événements de 2014-2015, on a constaté une violence verbale au niveau de la toile. Tout le monde est devenu journaliste. Avec un portable ou un smartphone, on reste chez soi et puis on divulgue des informations qu'on n'a même pas sérieusement les tenants et les aboutissants. Et qu'on divulgue parfois des propos vraiment très violents à l'égard des personnes que nous ne connaissons même pas. Et nous avons vu que ce dérapage verbal peut être dangereux pour la paix et pour la cohésion. Et dans un contexte où nous sommes actuellement, c'est-à-dire dans une période de pré-campagne, dans une période où notre pays est attaqué de toutes parts par les terroristes, dans une période où le pays est en train de se mettre sur le processus de réconciliation nationale, nous avons pensé que ces nouveaux acteurs de la communication qui sont les web activistes, qui se réclament journalistes et vraiment qui font du travail, nous pensons qu'il faut leur donner des instruments pour qu'ils puissent se défendre, en tout cas dans les règles de l'art et en respectant la déontologie de la communication. Le mouvement est ouvert à tous les activistes et soutenu par le département en charge de l'économie numérique, le HCRUN, la CENI, la CIL et le CSC. Il se fixe pour objectif premier la promotion de messages de paix et de cohésion sociale. Le comité de haut niveau pour la relance de la filière coton, lui, poursuit sa tournée dans les zones cotonnières. Ce vendredi, le comité était à Oundé, une sortie de terrain pour constater l'évolution de la campagne et le moins que l'on puisse dire, c'est que les motifs de satisfaction sont nombreux. Lamine Karantao et Kadou Romenki. 45 hectares de champs de coton au stade de capsulation et montaison. Une autre exploitation de 50 hectares dont la physionomie force l'admiration. Nous sommes dans la zone cotonnière de Oundé. Une sortie terrain, initiée par le comité de haut niveau pour la relance de la production cotonnière pour prendre le pouls de la campagne cotonnière. Et le comité de haut niveau a travaillé pour mettre en place un plan d'action sur 3 ans. Nous sommes à la 2e année de mise en œuvre de ce plan d'action. Et déjà, grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs, nous avons réussi à corriger au fur et à mesure les insuffisances qui existaient. Je pense que quand on regarde globalement les champs, au fur et à mesure, les choses sont en train de s'améliorer. Grâce à la production du coton, nous pouvons mieux produire les maïs et autres épicultures. Donc, c'est-à-dire que tout est supporté par le coton. Donc, sans coton, vraiment, nous ne pouvons pas avancer. Satisfait aussi de la part des responsables de la Sofitex qui invitent les producteurs à plus de vigilance et à l'observance des itinéraires techniques édictés. La satisfaction est grande au regard du signal d'encouragement fort que cette visite la procure à la fois aux équipes de Sofitex et également aux vaillants et braves producteurs qui sont donc à l'ouvrage. Nous souhaitons que la pluviométrie nous accompagne les plants jusqu'à la maturation afin que nous puissions donc avoir une très bonne récolte. La zone cotonnière de Oundé compte plus de 2000 coopératives de producteurs de l'or blanc. La récolte prévisionnelle attendue est estimée à 450 000 tonnes de coton graines. Lutte contre la maladie à coronavirus à présent avec cette initiative de l'association Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants. Vendredi dernier, elle était dans le quartier Nagrin pour une séance de formation au profit de 100 personnes suivie d'actions de sensibilisation sur le terrain. Amadou Ilboudo et Pascal Canet.
Ils sont au total 100 personnes à participer à cette formation sur la lutte contre le Covid-19. L'initiative est de l'association Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants au Burkina Faso. L'association entend sillonner les quartiers périurbains de la ville de Ouagadougou afin d'appeler la population à plus de vigilance face au Covid-19. L'objectif visé à travers cette formation, c'est que l'UNICEF a fait le constat suivant depuis mars avec l'apparition de la Covid-19, que le Burkina n'est pas en marge des pays qui souffrent des problèmes. Selon l'UNICEF, son rebondissement peut être plus désastreux que ce que nous avons vécu. Venus de 10 secteurs de l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, les participants sont outillés sur les techniques de lavage de mains et de port de masques. On a montré aux gens, séance pratique, comment les gens doivent laver les mains et aussi comment porter le masque en tissu pour que ce soit un port de masque en sécurité, mais aussi à partir des matériaux qui existent au Burkina, comment produire le savon liquide et aussi comment produire une solution hydroalcoolique. Après la formation, cap sur la mosquée de vendredi de Wapassi à Nagrin. Là, les organisateurs installent des lave-mains au profit des fidèles musulmans. Le centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants au Burkina Faso ambitionne à terme de doter tous les marchés et les lieux de culte des quartiers périurbains de la ville de Ouagadougou en lave-mains. Et dans cette lutte engagée contre la maladie au Burkina Faso, un forum national est en vue. Rendez-vous ce 22 septembre à Ouagadougou. Il va regrouper l'ensemble des acteurs. Les enjeux de ce forum avec le colonel-major Théodore Palais. Il était l'invité du 13h. Alors, les enjeux sont effectivement multiples. La première, c'est de rassembler tout ce monde, de pouvoir rentrer en contact avec la nation, comme j'ai dit, à travers ses représentants. Le deuxième, c'est de faire le bilan de la maladie. Voilà. Nous avons commencé en mars à lutter contre la maladie. Nous ne sommes pas allés très loin, nous sommes à ce point-là. Et il faut que nous redoublions d'efforts parce que si nous voulons continuer à vivre presque normalement, il faut que nous mettions du nôtre. Et le troisième, c'est de leur passer l'appel à la nation du chef de l'État, pour remobiliser toute la nation et la mettre en ordre de bataille pour effectivement affronter les prochaines phases qui vont arriver avec la maladie. Dans le grand format de ce soir, je vous le disais, on s'intéresse au processus de production du cuir, immersion dans le quotidien d'une jeune unité ici à Ouagadougou, du tri à l'emballage en passant par le nettoyage et le tannage, vous allez le voir, c'est tout un processus, une unité de production impactée également par la maladie à coronavirus. Adama Guiti, Amandine Lalsaga. De la bonne maroquinerie, c'est avant tout du bon cuir. Et de la peau au cuir, il y a tout un processus. Des étapes à respecter pour la tannerie. Dans cette usine, tout commence par le tri. Des centaines de peaux de chèvre et de moutons sont acheminées ici chaque jour. Elles proviennent des abattoirs de Ouagadougou et des villages environnants. Les peaux sont triées en fonction de la taille et de la qualité. Un peu plus loin de là, l'étape de la mise en forme des peaux à tanner. Déjà à cette étape, on peut savoir si on aura du bon cuir ou pas, nous confie le chef du personnel. Pour Burkina Faso, c'est meilleure qualité. Dans le monde, on peut dire dans deuxième place aussi. La peau de chèvre ici, c'est trop compact. La fibre, la qualité. Le tannage peut maintenant commencer. Les peaux sont placées ici, dans cette machine appelée coudreuse, pour le nettoyage. Des produits chimiques sont ajoutés pour enlever facilement les poils. Les peaux sont ensuite placées dans ce fourneau en bois pour leur transformation en cuir. Après plusieurs heures, on obtient ceci. Du cuir brut avec une teinte bleutée à cause du chrome. Ces peaux resteront empilées pendant 15 jours avant d'être essorées là. Un second tri s'impose car c'est après le tannage que les défauts des peaux sont bien visibles. La dernière étape, c'est le mesurage. Le cuir est mesuré et stocké par tas. C'est là que prend fin le processus. On peut faire 5000 pots par jour. Ça veut dire dans le mois, on peut faire 150 000 pots. Maintenant, nous, on est en train d'ajouter le coudrose et puis tout le flon aussi. On vient d'arriver. On peut faire 10 000 pots par jour. Ça veut dire dans le mois, on peut faire 300 000 pots.
Avec un coût de réalisation estimé à plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA, cette usine a seulement 1 an d'existence. Depuis 1 an, nous sommes à presque 500 000 pots. 500 000 pots déjà traités, mais on a rencontré beaucoup de difficultés. Et quand on a commencé à trouver des acheteurs qui sont venus d'eux-mêmes au Burkina pour nous rencontrer, après il fallait que nous-mêmes on se déplace, aller là-bas. On a fait ces voyages-là et on priait Dieu pour démarrer avec eux, pas de contrat, qu'il y a eu le Covid-19. Les grands acheteurs qu'on appelait, qui ne nous répondaient plus. Bon, on a commencé à voir les nouvelles, mais vous voyez que le monde entier est en train de souffrir. Donc cette souffrance aussi est posée sur nous. On est en train de lutter. Qu'à cela nous tienne, le personnel est toujours à la tâche ici. Du cuir est produit chaque jour et dans le viseur, les responsables envisagent la création d'une unité de maroquinerie moderne. L'objectif étant de produire et d'exploiter le cuir en quantité et en qualité au Burkina Faso. À 30 ans, elle ne connaît toujours pas son père. Cette jeune fille, c'est Eudoxie Youla Lionel et elle a choisi de porter cette quête d'identité sur les planches. Résultat, une pièce théâtrale autobiographique intitulée L'ex-Suite, une pièce qui traite également de la vie politique au Burkina et présentée jeudi dernier au Théâtre Soleil à Ouagadougou. Rasmane Zundi, Amadou Marcel To. Si à tes parents que moi j'ai une maman qui est en même temps mon papa, non, ça ne se passe pas comme ça, ma chérie. Tu as forcément un papa quelque part. Ta maman ne peut pas t'avoir conçu comme ça toute seule. À 30 ans, elle ne connaît toujours pas son père. Cette jeune fille, c'est Eudoxie Youla Lionel. Elle compte son histoire à travers sa pièce théâtrale, L'ex-Suite. Dans cette autobiographie, l'actrice met en lumière l'histoire d'une jeune femme à la recherche de son identité. L'ex-Suite traite également de la question de la vie politique au Burkina Faso. C'est une autobiographie de Eudoxie Lionel qui parle un peu d'une jeune femme en quête de son identité et qui va faire tout un processus de travail afin de pouvoir comprendre un peu pourquoi est-ce qu'elle naît comme ça et finalement elle se retrouve à être une enfant indésirée. Donc elle va aller à la recherche du papa, aller savoir même là où il aimait bien s'asseoir pour passer du temps, c'est-à-dire dans un maquis. Et donc il va effectivement découvrir cet endroit-là et c'est là qu'elle va aller s'asseoir pour convoquer son histoire et écrire. Vieux père, qu'est-ce que Blaise a fait de bon en 27 ans? En 1h30, Eudoxie Youla Lionel tient en haleine son public. Un public qui apprécie l'originalité et la pertinence de la thématique. Thomas Sankara était un dictateur. Michel, Blaise, c'était un démocrate. Blaise, c'était un grand médiateur de la paix dans toute l'Afrique de l'Ouest. La comédienne, elle est incroyable parce qu'elle joue plusieurs personnages. Elle arrive en 2 secondes à passer d'un personnage à l'autre. Chaque personnage a une présence très forte. L'autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il y ait l'histoire du Burkina en filigrane dans son histoire personnelle. À travers L'ex-Suite, l'actrice compte sensibiliser les parents sur leur rôle dans l'épanouissement de la famille et surtout des enfants. Dans les prochains jours, la pièce sera représentée dans plusieurs salles de théâtre de Ouagadougou. L'initiative est de coller des scènes de diffusion COSDI, une fédération de 5 structures de théâtre. Jean Singapinde Yameogo reconduit à la tête du Comité national olympique et des sports burkinabé. Hier à Koudougou, les présidents des fédérations sportives lui ont renouvelé leur confiance à l'unanimité pour un 3e mandat. Césaire Carrefour, Jean-Modeste Ouedraogo. Sans surprise, Jean Yameogo réalise un score de 100% à l'élection du président du Comité national olympique et des sports burkinabé. Il est réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. À l'unanimité, les 26 votants lui renouvellent leur confiance. Et par cet acte, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, installe officiellement le nouveau président du Comité national olympique et des sports burkinabé dans ses fonctions.
Sébastien Yagoulou dans ses fonctions de président du Comité national olympique des sports pour ce nouveau mandat de 4 ans. Ici, c'est la joie qui a animé tout le monde, mais c'est les convictions donc des uns et des autres par rapport à l'homme que nous connaissons et qui a toujours travaillé d'arrache-pied pour répondre aux aspirations, en tout cas, des structures sportives. Ce plébiscite est sans doute lié au bilan de Jean Yameogo lors du mandat écoulé. Un bilan éloquent salué à l'unanimité des participants. Nous avons essayé de renforcer la position des structures dirigeantes du sport, notamment le comité olympique même et les fédérations, en leur dotant d'un siège que vous connaissez, un siège qui a une centaine de bureaux à l'intérieur, où vous-même, journalistes, vous avez vos bureaux dedans. Nous avons également essayé de construire une grande salle avec l'aide du Japon, qui s'apparente un peu au palais des sports, pour que les sports de main, je dis bien les sports de main, puissent se pratiquer à l'intérieur. Et pour le prochain mandat, les chantiers se dirigeront plus vers l'épanouissement des sportifs. Nous allons construire un local autour de 500 millions. Je vous dis que c'est un acquis. L'argent se trouve dans notre compte. Mais ça ne suffit pas pour faire l'hôtel des sportifs que nous avons rêvé depuis de longue date. Nous allons commencer le projet tout en espérant qu'on aura de l'aide pour terminer. Aussitôt élu, le nouveau président a dévoilé la liste des membres de son bureau, composé de 7 vice-présidents, dont le colonel Sita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football, et le colonel David Cabré, ancien ministre des Sports. Washington qui proclame unilatéralement le retour des sanctions de l'ONU contre Téhéran et le secrétaire d'État américain menace tous ceux qui les violent seront punis. Une démarche rejetée par Moscou et dénoncée bien avant par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni dans une lettre commune. De nouvelles tensions en perspective sur la scène internationale. Les sanctions des Nations Unies contre l'Iran sont à nouveau en vigueur. Ceux qui les violent seront punis. C'est ce qu'a proclamé Washington par la voix de son secrétaire d'État Mike Pompeo. Une déclaration unilatérale qui risque une nouvelle fois d'isoler la puissance américaine et de créer de nouvelles tensions sur la scène internationale. Toute décision ou mesure prise dans l'intention de rétablir les sanctions n'aura aucun effet juridique, avait déjà prévenu la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans une lettre commune adressée à la présidence du Conseil de sécurité. Le snapback, cette procédure controversée déclenchée le 20 août par Mike Pompeo et censée rétablir un mois plus tard toutes les sanctions de l'ONU contre l'Iran, a donc été enclenchée. Une procédure sortie tout droit de l'imaginaire du secrétaire d'État américain, riposte Téhéran. Washington tente d'être crédible mais n'est suivi par personne. Cela ressemble à un spectacle, une pièce de théâtre, un show télévisé que seul le présentateur Mike Pompeo lui-même et une poignée de téléspectateurs applaudissent. L'Iran appelle le monde à parler d'une seule voix contre les actions américaines qu'il qualifie d'irresponsables. Les sanctions onusiennes avaient été levées en 2015 lorsque Téhéran s'était engagé dans un accord international à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Donald Trump, jugeant ce texte insuffisant, en avait retiré les États-Unis 3 ans plus tard. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Ismaël Sirima vous retrouve à 23h pour la dernière édition. Bonne reprise de travail demain.